Pourquoi la Chine et Taïwan se détestent? Ça fait des décennies qu'on entend parler de leur relation un poil tendue, et comme pour nous, Européens, on est loin, c'est un autre continent, c'est une autre culture, on est au courant sans forcément bien saisir le pourquoi du comment. Et c'est normal, hein, c'est ce qu'on appelle la loi de proximité. Plus c'est loin, moins c'est pertinent pour nous. Alors qu'en vrai, il y a beaucoup de choses à dire et à comprendre. C'est un sujet chaud de l'actualité qui peut vite nous concerner si ça continue à monter un peu en tension. Alors, vous savez quoi? Donnez-moi 15 minutes maximum de votre temps et je vous explique tout ça avec des cartes bien évidemment. Bienvenue dans Maps. À la base, la Chine, c'est là sur une carte. Sans déconner. Non mais les gars, je reprends les bases, m'engueulez pas. Je vulgarise pour tous les niveaux de connaissances. Bon, Taïwan, c'est beaucoup plus petit, c'est cette île-là qui est très proche des côtes chinoises. Pour comprendre ce qui se passe entre les deux, il faut remonter dans le temps. Début 20e, ça fait quoi? 2000 ans que la Chine est un empire incroyable, bien structuré, bien organisé, mais depuis quelques décennies, il faut dire que ça prend un peu la flotte. Il y a des guerres qui n'en finissent plus, notamment contre les Occidentaux. Je veux dire, fin 19e, il y a eu quand même une guerre où les Français et les Allemands se sont alliés. Personne la connaît cette guerre. Ils font aussi la guerre contre les Japonais, il y a des famines en pagaille, des révoltes à n'en plus finir, on est clairement dans un contexte extrêmement tendu. Et au milieu de tout ce bazar, on a deux camps qui se détestent. D'un côté, on a les nationalistes du Kuomintang, le KMT, avec à leur tête Chiang Kai-shek. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom. Et en face, un nom que vous avez certainement déjà entendu, le fameux Mao Zedong et ses partisans. En très gros, les premiers rêvent de faire de la Chine une république solide, de réunifier tous les seigneurs de guerre, de virer les Occidentaux, de faire tout ce que l'Empire n'a pas réussi à faire ces dernières décennies. Et Mao, de l'autre côté, il est communiste. Donc il rêve de refaire la même révolution qu'en Russie. Ils veulent un modèle soviétique, redistribution des richesses, etc. Et regardez un peu à quoi ça ressemble. Dans la première moitié du 20e, c'est un bordel. J'aime trop ce mot sur cette chaîne, vous le savez, mais là c'est la définition du bordel. Tout est morcelé. Il y a des seigneurs de guerre indépendants un peu partout, il y a des bastions communistes, des zones contrôlées par Chiang Kai-shek, et forcément à un moment, ça explose. C'est la guerre civile. Et c'est là que la Chine et Taïwan commencent à se détester. Hop. Excusez-nous, il paraît qu'on peut s'inviter à la fête là, que c'est le bon moment de lancer les hostilités. On se lancerait pas dans une deuxième guerre sino-japonaise? 1937, chose inédite. On met sur pause la guerre civile et on s'allie contre la menace japonaise. On s'y attendait pas celle-là. Alors évidemment, on en profite pour se mettre quelques petits coups de couteau dans le dos, au sens propre comme au sens figuré, mais on arrive un petit peu à s'entendre. Avance dans le temps, il y a la Seconde Guerre mondiale, boum boum, le Japon se retire de Chine, et quelques semaines après la fin de cette guerre, les deux camps se remettent sur la tronche. Ah, parce qu'il faut pas déconner, on va pas rester alliés jusqu'au bout quand même. Il y a bien des tentatives de pourparler, regardez là, les deux chefs, ils ont l'air de bien s'amuser, mais non, le conflit dure quelques années et là, gros retournement, les communistes gagnent. Et c'était pas gagné qu'ils gagnent. Les nationalistes contrôlaient les grandes villes. L'armée est mieux équipée, ils avaient clairement l'avantage sur plein de domaines, sauf que pendant la Seconde Guerre mondiale, les communistes, ils ont été smart. Ils ont rallié le peuple, les paysans, les petits villages. Ils étaient soutenus par des dizaines et des dizaines de millions de personnes. Donc la tendance s'est finalement inversée. En 1949, Mao prend Pékin et le 1er octobre, il proclame officiellement la République populaire de Chine. Vous comprenez qu'à ce moment-là de l'histoire, les nationalistes, ils n'avaient pas forcément envie de rester. Donc ils fuient, où ça? À Taïwan. Ils embarquent avec eux une partie de l'armée, des tonnes de documents, de l'or et même des œuvres d'art. Ah, on emporte tout ce qu'on peut. Une grosse population civile qui les soutient part aussi avec le convoi. Au total, on parle de centaines et de centaines de milliers de personnes. Là-bas, ils créent une Chine miniature, la République de Chine. C'est quasiment le même nom. Ce qui fait qu'à partir de 1949, on a la République de Chine, voisine de la République populaire de Chine. Deux visions et zéro entente. Quand le KMT débarque sur l'île, qu'on appelait Formose autrefois, et jusque dans les années 60 à peu près, il n'installe pas une démocratie, mais plutôt une dictature militaire, marquée par la terreur blanche, c'est comme ça que ça s'appelait, et une loi martiale qui va durer près de 40 ans. Hein, quand on pense à Taïwan, on pense super démocratie, machin. Non, quand ils sont arrivés, dictature militaire, 40 ans les gars. C'est une période très sombre de répression qui va faire plusieurs milliers de victimes. Bon, à l'époque, Taïwan revendique toujours être la seule vraie Chine, et concrètement, ça ressemble à ça.
Les nationalistes contrôlent le territoire en bleu foncé, mais revendiquent les territoires en bleu ciel. Excusez-moi, je suis guyanais, je voudrais revendiquer l'intégralité du territoire de toute l'Amérique du Sud. J'exagère évidemment, mais ça fait un petit peu cet effet-là en termes de taille de territoire quand on regarde la carte. Et puis voilà, pendant 20 ans, c'est la guerre froide version chinoise. En 1954 et 1958, il y a des échanges de tirs et les États-Unis apportent leur soutien à l'île. À ce moment-là, Taïwan pèse sur la scène internationale puisqu'elle a un siège à l'ONU. Mais oui, Taïwan a été à l'ONU. Officiellement jusqu'en 71, c'est Taïwan qui détient le siège de la Chine, y compris le siège permanent au Conseil de sécurité, donc avec droit de veto. Et pourquoi je précise jusqu'en 71 ? Parce qu'à cette date, l'ONU tranche avec la résolution 2758. Taïwan est viré et remplacé par Pékin. 76 pays votent pour, 35 contre et 17 s'abstiennent. Mais alors pourquoi ce revirement ? C'est assez simple à comprendre les gars, parce que la Chine continentale, c'est des centaines de millions d'habitants, une économie en gigaboom, une puissance nucléaire quand même, et puis forcément la dictature en cours sur l'île, ça fait pas très bel effet sur le CV. Et depuis cette date, Taïwan est totalement absente. Pas de vote, même pas un petit strapontin à l'arrière d'observateur, non. Sur le plan international, elle disparaît de la carte diplomatique. Mais pas entièrement. Regardez cette carte de 1949. En bleu, vous avez les pays qui reconnaissent Taïwan comme étant la vraie Chine. Il y en a pas mal en 1949. En rouge, c'est ceux qui reconnaissent la Chine de Mao comme étant légitime. Maintenant, voilà l'évolution en 2024. C'est simple, j'ai comparé, je n'ai trouvé que 2 pays entre 49 et aujourd'hui qui n'ont pas changé d'avis. Il y a le Paraguay et le Vatican. Pour que vous compreniez l'image qu'on a tous de Taïwan maintenant, c'est qu'à partir de la fin des années 80 que tout s'accélère. La loi martiale est levée, la presse devient plus libre, la censure recule, les partis d'opposition sont autorisés, et dans les années 90, l'île organise ses premières élections libres. Taïwan devient une démocratie, et ça a, 30-40 ans maximum. Elle a ses lois, ses propres frontières maritimes, ses eaux territoriales, comme un vrai pays. Et pour Pékin, c'est pas un petit problème, c'est une provocation. À ses yeux, Taïwan, c'est une petite province rebelle, là, une anomalie à corriger, de force, s'il le faut. Alors, elle renforce sa présence militaire autour de l'île, des navires, des avions, des grosses intimidations avec l'envoi de missiles proches des côtes. C'est pour ça qu'on a cette impression que la tension n'arrête pas de monter. Et maintenant, on pourrait se dire, Taïwan a qu'à déclarer son indépendance et c'est réglé. Sauf que non, c'est pas si simple, évidemment. Déjà, même à Taïwan, tout le monde n'est pas d'accord. En 2020, c'est 54% de la population qui est pour l'indépendance. On n'est pas sur une majorité écrasante. Et puis surtout, si Taïwan fait ça, la Chine a été claire là-dessus. Elle prendra ça comme un acte de guerre et y verra un argument pour envahir l'île. Mais si la Chine fait ça, c'est au tour des États-Unis d'y voir un acte de guerre, parce qu'ils sont un peu les protecteurs de Taïwan, là, les copains de Donald Trump. Et il suffit de regarder une carte pour s'apercevoir qu'il y a quelques bases américaines dans le coin, si jamais. Bref, déclarer son indépendance, ça pourrait provoquer un effet boule de neige très risqué. Donc en attendant, la Chine multiplie les exercices militaires autour de l'île et n'hésite pas à flirter avec la ligne rouge. Il y a quelques semaines, elle aurait même franchi un nouveau cap. Elle s'est vraisemblablement équipée de barges de débarquement géantes, capables de transporter des blindés et des troupes directement sur une plage. Excusez-moi, je suis pas un expert géopolitique, mais à part pour envahir un pays, ça sert à quoi? J'ai pas l'impression qu'ils ont l'habitude de faire des choses au hasard, le gouvernement de Pékin. Tenez, je suis tombé sur cette carte qui recense tous les mouvements qu'il y a de la part de la Chine autour de Taïwan. Je vous mets le lien en description, ça compile un peu tout ce qui se passe dans les eaux territoriales, c'est assez intéressant. Et sinon, ça, c'est une carte qui imagine les sites potentiels de débarquement, en jaune. Maintenant, la question centrale, qu'en est-il de nous, les Français ? On se place où dans cette histoire? Parce que c'est loin, mais ça a un impact sur nous si à un moment ça explose? Eh bien, malgré les déclarations de Macron il y a quelques semaines, et le parallèle qu'il a fait entre l'Ukraine et Taïwan, la position générale, officielle, c'est le statu quo. On reconnaît Pékin, on reconnaît pas Taïwan, mais on soutient la paix dans le détroit. En gros, on se prononce sans trop se mouiller. Mais je me suis demandé, c'est bien beau là, ces petits discours politiques, mais très concrètement, si demain, la Chine envahit Taïwan, quelles conséquences ça a sur nous? Déjà, une guerre dans le détroit de Taïwan pourrait déclencher un blocus maritime avec des répercussions immédiates et très lourdes pour le monde. Dites-vous que 20% du commerce maritime mondial passe par le détroit de Taïwan. Ça veut dire faire un giga détour. Pour l'instant, c'est estimé à 2450 milliards de dollars par an, ce commerce qui passe par là. Et surtout, au-delà de ça, parce que bon, les bateaux peuvent trouver une autre route, d'accord, ce sera juste un peu plus long, un peu plus cher, mais Taïwan concentre plus de 60% de la production mondiale de semi-conducteurs. Pour faire simple, c'est les fameuses puces électroniques qu'on trouve un peu partout. Et 90% des puces les plus
sophistiqués sortent de ces usines. Une interruption, c'est pénurie immédiate. Les secteurs de l'automobile, de l'électronique, les secteurs énergétiques, numériques seraient directement impactés. Donc, plus de voitures, plus de téléphones, plus d'ordinateurs, plus de consoles. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point la France importe cette électronique depuis Taïwan. Non mais ça veut dire giga inflation sur tous les produits technologiques, explosion des prix. Et puis concernant les relations diplomatiques, c'est pas mieux. Si la France soutient Taïwan, rupture avec la Chine. Et si elle soutient la Chine, rupture avec Taïwan. Et si elle se prononce pas, et ben rupture avec les deux. Ça veut dire plus d'import de semi-conducteurs d'un côté, plus d'export de vin et de luxe de l'autre, sans compter les pandas. Les pandas du zoo de Beauval qu'on serait obligé de renvoyer au pays. Non, c'est terrible, faut pas y penser à ce scénario. Et puis de toute façon, la réalité à l'instant T, c'est qu'on est vachement dépendant des deux États. Ça pue. Voilà, je trouve que c'est une bonne conclusion ça pue. Merci Doc7 pour cette belle analyse géopolitique. Quoi qu'il en soit, Taïwan, c'est pas juste une île lointaine, avec une histoire compliquée, c'est le cœur d'un vieux conflit toujours pas résolu, qui risque de s'intensifier plus vite qu'on le pense. Même si, bon, si on regarde les exportations de Taïwan, son plus gros partenaire commercial, c'est la Chine continentale. Eh ben super. On en fait quoi de cette info, hein? Maintenant que vous avez les cartes en main, à vous de vous faire votre propre idée. Nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.